Catherine Angelet, bonjour et tout d'abord félicitations. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre opération Lumière sur une femme de cœur et à l'occasion de la Journée internationale des femmes en ce 8 mars 2012. Vous représentez pour nous la femme de cœur TDF, celle qui peut inspirer de nombreuses autres femmes, à la fois par votre parcours, votre engagement pour les enfants du bout de la rue. Et tout d'abord, quelques faits sur cette réalité française. Combien d'enfants sont dans le besoin, dans l'abandon affectif, pour reprendre vos termes? Alors là, c'est difficilement chiffrable, en effet. Mais on peut dire qu'il y a quand même 100 000 enfants en danger. C'est-à-dire, d'ailleurs, je n'aime pas donner des chiffres. Ce qu'il faut se représenter, c'est que c'est pratiquement 3 fois le Stade de France d'enfants en danger. Là, au moment où je vous parle, c'est le décès d'un enfant pratiquement tous les jours. On disait tous les 2 jours, en réalité, c'est tous les jours. C'est cette réalité-là. Et puis, 3 millions d'enfants de familles isolées, n'est-ce pas? 2 millions d'enfants pauvres, etc. Donc on peut additionner, mais c'est un peu effrayant. Je préfère de l'autre côté vous dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à intervenir dans la vie de ces enfants, qu'il y a un potentiel de solidarité, je dirais en France, mais j'en suis sûre partout ailleurs, de ces femmes de cœur qui sont là, qui ne demandent qu'à, en quelque sorte, s'engager à s'investir dans la vie d'un enfant. Quand vous étiez une petite fille dans les années 60 à Paris, cela aurait-il pu changer votre enfance, d'être prise en charge par un parrain de proximité bienveillant? Alors, bien sûr que... Alors, c'est même pas l'idée de prise en charge, mais c'est l'idée d'exister tout simplement pour quelqu'un, c'est-à-dire d'être regardé positivement pour quelqu'un. Quand on est placé, ce qui était mon cas, dans des institutions, c'est l'anonymat. C'est un numéro d'immatriculation. Je suis le numéro 5873, votre chaleureux quand même. Bon. Et puis, bien évidemment, les déplacements. Vous ne savez jamais ce que sera demain. Est-ce que vous serez dans telle institution? Est-ce que vous serez à la campagne? C'est ce que j'appelle l'errance affective. Et que quelqu'un vous dise, eh bien, tu comptes pour moi. Je suis là dans ta vie. C'est tout simplement un ancrage, c'est tout simplement vous empêcher de partir à la dérive. C'est tout simplement vous permettre de vous voir vous-même autrement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas cet enfant délaissé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas celle qui ne compte pour personne, qui n'intéresse personne. Vous êtes quelqu'un dans le regard de l'autre. Et c'est toute la définition, d'ailleurs, j'allais dire sur le plan philosophique du je. Je, n'est-ce pas, n'existe que par rapport au lien que je tisse avec vous. Si je n'ai pas le regard de l'autre, je n'existe pas. Donc c'est vraiment de l'ordre de la survie. Donc rencontrer quelqu'un qui vous délivre ce message vital, c'est toute la résilience, c'est tout ce qui va vous permettre de dépasser les obstacles. Le dictionnaire de Catherine Angelet. Voici des expressions si belles de sens que j'ai eu envie d'en reprendre quelques-unes pour que vous nous les expliquiez. Alors, vous dites que les SDF étaient souvent avant des SAF. Je dirais même, vous voyez, je dirais plein, sont tous des SAF. C'est-à-dire que, avant d'être SDF, ce qui est très vilain d'ailleurs, c'est-à-dire sans domicile fixe, mais sans abri. Avant d'être sans abri matériel, on est d'abord sans affectif fixe. SAF avant d'être SDF. Pourquoi? Parce que la souffrance maximale, c'est d'être sans toi TOI. Pas d'être sans toi TOIT, ça c'est la dérive et c'est la conséquence. Mais avant toute chose, si je suis dans l'errance affective, je serai aussi dans l'errance ensuite sociale, bien évidemment. Mais on est d'abord dans cette errance, dans cette absence de structuration qui fait que l'absence de toi TOI, c'est-à-dire du regard de l'autre, fait que je ne peux pas me structurer, que je ne peux pas tenir droit. Tout simplement. Et donc, bien évidemment, ce sont toutes les conséquences ensuite de l'exclusion. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, par exemple en France, quand on parle au moment des fois, vous savez, des jeunes qui sont sous les tentes, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'abri, et qui sont entre 18 et 25 ans, nos jeunes à nous, viennent pour la grande majorité, et je ne voudrais pas froisser les institutions en chiffrant mais viennent justement des structures d'aide sociale. Non pas parce que les travailleurs sociaux ne sont pas des gens compétents et humains, etc., mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'ancrage relationnel et humain qui leur dit « tu comptes pour moi », qui te structure. Cette nourriture affective sans laquelle on ne tient pas debout. Et donc vous parlez aussi de malnutrition affective, d'abandon à domicile également. Dans nos sociétés riches, on ne souffre pas évidemment de faim, on ne meurt pas de faim, mais on meurt de malnutrition affective. Car
que ce soit la santé mentale, que ce soit la non-intégration, que ce soit l'incapacité de se situer socialement, toutes ces dérives-là viennent précisément de l'absence de structure intérieure. Et la structure intérieure, je ne peux me structurer moi et exister que si vous me regardez. Je n'existe que dans votre regard, dans votre confirmation. Vous me confirmez que j'existe. Bien évidemment, pour ceux qui sont en effet des enfants que l'on dit parfois abandonnés à domicile ou isolés affectivement. Là encore, il ne s'agit pas de condamner la famille et les parents. Car si l'enfant est dans cette situation de déshérence affective, c'est parce qu'en amont, le parent lui-même n'a pas reçu cette nourriture affective qu'il consolide et qu'il peut transmettre. Tout est affaire de transmission. Voilà. Donc cet enfant qui est en quelque sorte dans cet abandon relationnel et qui pourtant est tout à fait entouré, c'est ça le paradoxe, il a une institutrice, il a une assistante sociale, bon. Mais il n'existe pour personne dans la dimension de singularité. C'est ce que disent les enfants d'ailleurs, placés, bien entourés évidemment, mais ils disent oui mais tu n'es pas à moi. Voilà ce qu'ils expliquent à leur éducatrice, mais tu n'es pas à moi. Et je voudrais quelqu'un à moi, c'est ça la demande de l'enfant. Avec ces mots, voilà, exister pour quelqu'un spécifiquement dans la relation intime. Et donc, par un par mille, rentre dans l'espace des liens du sens. Absolument. Mais ça, c'est de toute éternité. De toute éternité, il faut un double étayage pour se construire. Bien sûr, le lien biologique, sans lequel il n'y a pas la vie. Mais ça, c'est pour avoir la vie. Avoir la vie, ça dépend du lien biologique. Mais être en vie, qui est autre chose, dépend du lien symbolique. C'est-à-dire que si j'ai simplement la vie, par le lien biologique, j'ai la vie, mais je ne suis pas forcément en vie. Et être en vie, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est par le regard de l'autre, par l'altérité. Et donc il faut toujours qu'il y ait les liens du sang, mais la complémentarité du double étayage, ce sont les liens du sens, c'est-à-dire ceux qui sont les liens sélectifs. Et ces liens du sens, ils sont d'ailleurs à l'origine de notre civilisation judéo-chrétienne. On a toujours un parrain, un marraine. C'est-à-dire toute famille biologique s'est toujours dit, en cas de coup dur, j'ai besoin d'une famille de complémentarité qui va construire d'autres liens, qui va ouvrir à l'altérité, qui va ouvrir à l'autre. C'est cette double dimension-là qu'on fait vivre au jour le jour et qu'on réactive hors clivage religieux, hors clivage, j'allais dire, d'appartenance sociale. Ces liens symboliques sont riches parce que précisément, ils se situent au-delà de tout ce qui nous sépare dans la vie quotidienne, de tous les clivages. Catherine Enjolé, votre vie est riche de 3 missions principales. Se connaître soi-même, s'engager pour les autres, l'enfance en danger pour vous, et en même temps écrire pour dire. Est-ce que tout cela qui fait vivre quotidiennement votre résilience? Oui, c'est vrai qu'il y a l'écriture, c'est le départ. Et je crois que c'est un facteur de résilience précisément. Quand on ne peut pas parler aux autres, on essaie au moins d'avoir cet espace. Et ces mots fonctionnent un petit peu comme des petits cailloux, vous savez, sur le chemin pour sortir de l'errance. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle En danger de silence. Parce que l'idée, et puis aussi un roman sous silence, l'idée c'est que tous ces enfants qui sont dans cette précarité relationnelle, dans cette peur du quotidien, n'ont pas les mots pour le dire. Et donc je me suis aperçue que pour que les enfants me parlent, puisque j'ai eu aussi une carrière de professeur de lettres, mais lettres aussi à entendre dans le sens de verbe d'état aussi, je me rendais compte que pour faire en sorte que les enfants me parlent de leur réalité, de leur vécu, qu'ils sortent de cette chape de silence, il fallait que moi-même aussi, je sorte de mon propre silence sur le parcours qui était le mien, sur mon histoire à moi, et pour amener l'enfant lui aussi à se dire. Et donc ça, ce sont les mots qui permettent ce cheminement-là. Et l'action, pour moi, est indissociable, parce que, précisément, je ne veux pas me payer de mots. Je ne veux pas simplement dénoncer. Je veux également proposer quelque chose. Donc, pour moi, c'est indissociable. Il y a l'écriture et il y a l'action. Et l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que vous pourriez partager avec nous l'un de vos parrainages personnels ? Alors peut-être le tout premier. Le tout premier d'abord parce qu'il a pratiquement maintenant 27 ans. Il s'agissait d'une petite fille de 4 ans qui était à l'école tout simplement avec mon fils, donc dans les classes de maternelle, n'est-ce pas? Et comme beaucoup de parents, on s'occupe des petits camarades, etc. Et je m'apercevais que cet enfant arrivait avec des hématomes.
Et c'est vraiment l'action de quartier, parce qu'on se dit dans ce cas-là, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme les yeux? Est-ce que je dois faire preuve de discrétion? J'ai rien vu, etc. Quand ça se renouvelle un peu trop souvent, c'est plus possible. Et à un moment donné, j'étais amenée parfois à prendre cet enfant à la sortie de l'école en même temps que mon fils, pour qu'elle ne reste pas sur les bancs de l'école, etc. Je me suis comme toujours informée avec qui est la maman, il y a des hématomes, il y a une dent cassée, qui s'occupe de cet enfant? Oh, vous inquiétez pas, il y a une assistante sociale, puis la directrice est au courant, puis tout le monde suit. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que les dangers étaient grandissants. Donc en fait, j'ai fait ce que j'incite ensuite tout le monde à faire. Merci de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'est-à-dire que dans certains cas, lorsque j'ai vu que les parents étaient parfois en situation d'ivresse au moment de récupérer l'enfant, etc., j'ai gardé l'enfant chez moi. Jusqu'à ce qu'un jour, le parent se manifeste de manière violente pour récupérer l'enfant, mais dans un état qu'il n'était pas possible de lui rendre l'enfant, et où j'étais menacée tout simplement par la justice d'être moi-même inculpée pour etc. Et là, c'est comme ça que tout a commencé, parce que je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, je ne peux pas rendre un enfant de 4 ans à un homme qui est dans une situation de violence dangereuse pour l'enfant. Donc là, j'ai pris ces risques-là. Et puis l'enfant malheureusement a été placé, et puis lorsque j'ai voulu, moi, chercher à savoir ce qu'elle devenait, on m'a dit, mais à quel titre? Qui êtes-vous? Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de créer l'association, pour que précisément l'enfant soit l'affaire de tous, du voisin qui doit avoir un regard, et on ne peut pas laisser un enfant en danger parce que c'est non-assistance, c'est enfant en danger. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de 5 ans, j'ai véritablement officialisé ce que j'ai tout de suite appelé le parrainage ou le marrainage, c'est-à-dire l'action tout simplement de protéger un enfant qu'on a autour de soi, qu'on ne peut pas laisser en danger, et de faire en sorte que de rendre la chose possible, et que justement les institutions juridiques ne puissent pas ensuite vous dire, mais à quel titre vous n'êtes personne? On n'est pas personne. À partir du moment où on a la responsabilité commune d'un enfant, c'est la responsabilité de tous. Merci infiniment, Catherine Enjolé, de votre présence. Notre opération Lumière sur une femme de cœur se termine à présent. Je tenais à remercier très sincèrement l'agence Bubbling Bulb et plus particulièrement Natacha Campana, notre jury Véronique Jeannot, Chiara Gerlich et Laure Drévillon de la chaîne du cœur, notre média partenaire. À bientôt et merci Catherine Enjolé. Merci à vous. Merci.